Le jeudi 30 novembre 2000, au cœur du marché d'Aligre à Paris, une femme a disparu avec 6 millions de francs. Ce matin-là, à 10h, Martine Dubois avait retiré la somme en liquide de sa banque. Elle avait rempli 2 grandes valises noires de liasses de billets. La dernière personne à l'avoir vue sortir de la banque était son amie de 20 ans, Sylvie Bernard. À 14h, 24 commerçants du marché d'Aligre s'étaient rassemblés devant la boutique de Martine Dubois. C'était l'heure convenue pour recevoir leur part de la caisse commune juste avant les fêtes de Noël. Mais le rideau de fer du magasin était hermétiquement baissé. À 18h, Sylvie Bernard a appelé la police. Sa grande amie avait disparu avec 6 millions de francs. Cette nuit-là, une rumeur s'est répandue dans les allées du marché d'Aligre. Martine Dubois, la gérante de la caisse, se serait enfuie avec l'argent. Les commerçants n'arrivaient pas à y croire. C'était une femme qui gérait cette tontine informelle depuis plus de 20 ans sans jamais le moindre problème. Mais Martine Dubois ne réapparut pas. Ni une semaine, ni un mois, ni même un an plus tard. L'enquête de la police piétine. À l'époque, les caméras de vidéosurveillance étaient quasi inexistantes et aucun indice n'avait pu être trouvé. L'affaire fut classée sans suite. Ainsi 20 années s'écoulèrent. C'était le début de l'été 2020. Sylvie Bernard, l'amie qui avait vu Martine Dubois pour la dernière fois, s'est éteinte à l'âge de 70 ans. Ses héritiers commencèrent à faire l'inventaire de ses biens. Parmi eux se trouvait une vieille maison délabrée à la campagne en Seine-et-Marne. C'était une ruine que Sylvie Bernard avait laissée à l'abandon depuis plus de 20 ans. La famille décida de la faire démolir. Il fallait bien vendre le terrain. Une pelleteuse arriva sur les lieux. Elle commença à creuser dans le jardin. C'était à l'emplacement d'un ancien potager, l'endroit où Sylvie Bernard autrefois plantait ses choux et ses poireaux. Le godet de la machine s'enfonça dans la terre. Alors qu'elle creusait profondément, la pelleteuse s'arrêta net. Quelque chose de dur bloquait sa progression. Les ouvriers descendirent et commencèrent à déblayer la terre à la main. C'est alors qu'un ruban adhésif bleu apparut. Quelque chose entièrement enroulé dans du ruban adhésif de chantier bleu était enterré là. C'était une grande jarre en terre cuite. Mais c'était étrange. Pourquoi enterrer une jarre si profondément? Et pourquoi la sceller avec du ruban adhésif? Un des ouvriers souleva le couvercle. À cet instant, tout s'est figé. Ce que contenait la jarre n'était pas des conserves. La vérité sur Martine Dubois, disparue 20 ans plus tôt avec 6 millions de francs, était sur le point d'éclater au grand jour. Le vendredi 1er décembre 2000 à l'aube, 2 inspecteurs du commissariat du 12e arrondissement de Paris furent dépêchés sur une affaire. Un signalement pour disparition inquiétante reçu la veille au soir. Une femme de 46 ans, Martine Dubois, disparue avec 6 millions de francs. Au début, les inspecteurs ne prirent pas l'affaire très au sérieux. Ils pensaient qu'elle avait tout plaqué et s'était enfuie avec l'argent. Mais en rencontrant la déclarante Sylvie Bernard, l'ambiance était différente. Monsieur l'inspecteur Martine n'est absolument pas comme ça. Sylvie Bernard parlait les larmes aux yeux. Elle expliqua qu'elles étaient amies depuis plus de 20 ans et que la gestion de la caisse commune s'était toujours déroulée sans accroc. Elle n'avait aucune raison de s'enfuir pour de l'argent. Les inspecteurs commencèrent par vérifier auprès de la banque. Il n'y avait pas de vidéosurveillance, mais les registres bancaires existaient. Le jeudi 30 novembre 2000 à 10h40, Martine Dubois avait bien retiré 6 200 000 francs en espèces de l'agence de la Société Générale près du marché. Ils interrogèrent également l'employé de banque. Le guichetier de l'époque se souvenait parfaitement de Martine Dubois. Il a fallu plus de 30 minutes juste pour compter les billets. Elle les a répartis dans 2 grandes valises noires. Ça avait l'air très lourd, mais elle est partie seule avec. Quel était son état d'esprit? Elle était calme. Elle ne semblait ni anxieuse ni pressée. Les inspecteurs froncèrent les sourcils. Cela ne ressemblait pas au comportement d'une personne sur le point de s'enfuir. Mais alors où avait-elle pu aller? La dernière personne à l'avoir vue à l'extérieur de la banque était Sylvie Bernard. Ce matin-là, Sylvie Bernard avait déclaré être passée par hasard devant la banque et avoir vu Martine. Quand j'ai vu ma sœur de cœur sortir avec 2 valises, je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a répondu qu'elle allait au marché pour distribuer l'argent aux commerçants. C'était vers quelle heure? Environ 11 heures. Nous nous sommes quittés là et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Les inspecteurs se rendirent au marché d'Aligre. Il fallait d'abord inspecter la boutique de Martine Dubois. C'était un petit commerce de tissus tenu par son mari Jean-Pierre Dubois. Âgé de 49 ans, Jean-Pierre était assis l'air anéanti. Cela faisait un jour que sa femme avait disparu, mais il semblait toujours ne pas y croire. « Messieurs les inspecteurs, retrouvez ma femme, je vous en supplie. Est-ce que votre femme avait récemment parlé de partir ou dit qu'elle était à bout? Jamais.
Nous nous entendions à merveille et les affaires marchaient bien. Nous n'avions pas de dette. Ma femme n'avait aucune raison de s'enfuir. Jean-Pierre parlait en tremblant. Les inspecteurs examinèrent l'intérieur de la boutique. Ils ouvrirent le coffre-fort. Le carnet de compte de la caisse commune aurait dû s'y trouver, mais il avait disparu. Où est le carnet? Ma femme l'avait toujours sur elle. C'était un petit carnet où elle mettait la liste des membres, les entrées et les sorties d'argent. Les inspecteurs obtinrent la liste des membres. 24 personnes au total, tous commerçants au marché d'Aligre. Ils commencèrent à les interroger un par un. Quand avez-vous vu Martine Dubois pour la dernière fois? Eh bien, je crois l'avoir croisée au marché il y a 3 ou 4 jours. Vous ne l'avez pas vue le jeudi 30 novembre? Non. Cet après-midi-là, j'étais dans ma boutique. Les 24 témoignages concordaient. Personne n'avait vu Martine Dubois le 30 novembre après-midi. Une femme, transportant 6 millions de francs, ne serait apparue nulle part dans le marché. C'était à n'y rien comprendre. Les inspecteurs commencèrent à avoir des doutes. Quelqu'un mentait-il? Ils convoquèrent de nouveau Sylvie Bernard. En tant que co-gérante, elle était la plus à même de connaître les déplacements de Martine. N'avez-vous eu aucun contact avec Madame Dubois après vous être quitté devant la banque? Aucun, pas même un appel téléphonique. Savez-vous où Martine Dubois avait l'habitude de garder l'argent? Dans le coffre de la boutique. Mais ce jour-là, comme la somme était énorme, elle avait décidé de la garder sur elle pour la distribuer directement aux commerçants. Sylvie Bernard répondit d'une voix calme. Les inspecteurs observèrent attentivement son visage. Il y avait des traces de larmes et sa voix tremblait. Elle semblait accablée de chagrin. En tant que co-gérante, n'étiez-vous jamais impliquée dans la gestion de l'argent? Je m'occupais seulement de contacter les membres. C'est Martine qui gérait tout l'argent. Le carnet, c'est elle seule qui l'écrivait. Les inspecteurs n'avaient plus de questions. Sylvie Bernard était aussi une victime. Elle avait également cotisé à la caisse et devait recevoir sa part. L'enquête s'enfonçait dans une impasse. Pas le moindre indice. À cette époque, les téléphones portables étaient rares et l'usage des cartes de crédit peu répandu. Il n'y avait aucun moyen de tracer ses déplacements avec une telle somme en liquide. Les inspecteurs diffusèrent un avis de recherche dans tous les commissariats de France avec la photo et le signalement de Martine Dubois. Mais un mois plus tard, toujours aucune nouvelle. Nous étions à la mi-décembre 2000. Le marché d'Aligre était toujours en émoi. La disparition de Martine Dubois était le principal sujet de conversation. Dès que les commerçants se retrouvaient, ils en parlaient. Finalement, elle s'est bien tirée avec le pognon, non. Non, Martine n'est pas comme ça. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Pour 6 millions même, moi, je pourrais être m'enfuir. Les rumeurs prirent de l'ampleur. Ceux qui, au début, n'émettaient que de prudentes suppositions, parlaient désormais avec certitude. Martine Dubois les avait trahis, elle avait floué les membres de la caisse. La colère était la plus vive chez ceux qui avaient perdu leur argent. L'un ne pouvait plus payer le loyer de sa boutique, un autre avait perdu les économies pour les études de son fils. Un commerçant avait perdu 70 000 francs. L'argent de 3 ans de labeur. On lui a fait confiance pendant 20 ans. Les commerçants se rassemblèrent devant la boutique de Jean-Pierre Dubois pour protester. Jean-Pierre ne faisait que baisser la tête et s'excuser. « Je suis désolé, je n'ai pas su veiller sur ma femme. Vous n'êtes pas son complice par hasard. Vous n'avez pas monté ce coup ensemble. Non, je ne sais pas non plus où est ma femme, je vous le jure. » Jean-Pierre clamait son innocence. Il se disait lui-même une victime voulant retrouver sa femme. Mais les commerçants ne le croyaient pas. Seule Sylvie Bernard prit sa défense. Elle s'adressa aux commerçants. « Écoutez, Jean-Pierre n'a rien à se reprocher. Je connais Martine depuis plus de 20 ans et Jean-Pierre est un homme vraiment bon. Leur couple s'entendait bien. Et vous, Sylvie, qu'en pensez-vous? Croyez-vous vraiment que Martine s'est enfuie ?» Sylvie Bernard marqua une pause. Puis elle soupira et répondit « Je ne sais plus quoi penser. Je ne veux pas y croire, mais après plus d'un mois sans nouvelles, le doute s'installe. Moi aussi j'ai perdu de l'argent, 50 000 francs. » La voix de Sylvie tremblait. Le coin de ses yeux était rouge. Les commerçants la réconfortèrent. « Vous aussi vous êtes une victime, Sylvie. Courage. On s'est tous fait avoir par cette femme. » Sylvie Bernard hocha la tête. Puis elle ajouta « Mais je veux encore croire qu'il est arrivé un accident à Martine. Plus que l'argent, j'espère juste qu'elle est saine et sauve. » Les inspecteurs poursuivaient l'enquête, mais sans progrès. Ils avaient fouillé la maison de Martine Dubois, interrogé ses proches. Mais personne ne savait où elle se trouvait. Un inspecteur demanda à Jean-Pierre Dubois « Avez-vous vérifié les comptes en banque au nom de votre femme ?»
Oui, je les ai tous fait vérifier, il n'y a aucun mouvement. Le retrait des 6 millions le 30 novembre est la dernière opération. Et la possibilité qu'elle ait ouvert un compte sous un autre nom, c'est impossible. Nous n'avions qu'un ou deux comptes chacun. Les inspecteurs étaient désemparés. 6 millions de francs en liquide étaient impossibles à tracer. Le système bancaire informatisé n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui et il n'y avait aucun moyen de surveiller les transactions en espèces de ce montant. Novembre passa. Un jour, les inspecteurs reçurent un appel anonyme. C'était un commerçant du marché d'Aligre. « Monsieur l'inspecteur, j'ai vu quelque chose d'étrange. Qu'avez-vous vu ?» C'est à propos de Sylvie Bernard, la co-gérante. Il y a peu, je l'ai vue porter des vêtements neufs. Elle avait aussi un sac de grande marque. L'inspecteur tendit l'oreille. « Vous en êtes certain ?»« Oui. Avant, elle ne s'habillait pas comme ça. Mais récemment, son style a complètement changé. Les inspecteurs convoquèrent à nouveau Sylvie Bernard. Elle était vêtue simplement comme à son habitude, pas de sac de luxe en vue. « Avez-vous récemment acheté des vêtements ou un sac ?» Sylvie Bernard parut déconcertée. « Non. » Pourquoi ? Quelqu'un nous a dit que vous portiez de beaux vêtements ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai moi-même perdu de l'argent, je suis en difficulté, comment pourrais-je acheter des vêtements ? Qui propage de telles calomnies, Sylvie Bernard avait l'air outrée. Les inspecteurs ne purent insister davantage. Il n'y avait aucune preuve. Le témoignage d'un seul informateur ne suffisait pas. Mais dans leur esprit, un doute s'était installé. Sylvie Bernard cachait-elle quelque chose ? Décembre 2000. La police commença à enquêter discrètement sur l'entourage de Sylvie Bernard. Ils interrogèrent les commerçants du marché. Quel genre de personne est Sylvie Bernard ? Elle est gentille. Aussi sérieuse que Martine Dubois. Était-elle en bon terme avec Martine, bien sûr. Elles étaient comme deux sœurs, toujours fourrées ensemble. Les inspecteurs étaient perplexes. Il semblait naturel de penser qu'une amie si proche n'aurait pas pu la trahir. Mais l'enquête devait continuer. Un commerçant ajouta « Il y a quand même une chose bizarre. Après la disparition de Martine, c'est Sylvie qui a été la première à lancer la rumeur. La rumeur selon laquelle Martine s'était enfuie avec l'argent. L'inspecteur prit des notes. Quand a-t-elle commencé à dire ça ? Environ 2 jours après la disparition. Au début, elle s'inquiétait pour Martine, puis soudain, elle a commencé à dire qu'elle était partie avec l'argent. C'est cette parole qui s'est répandue et qui a fini par convaincre tout le monde. Pourquoi ce changement d'avis soudain ? Je ne sais pas. J'ai pensé que c'était la déception. Trahi par son ami, vous comprenez. Les inspecteurs convoquèrent Sylvie Bernard une 3e fois. On nous a dit que vous étiez la première personne à avoir affirmé que Martine Dubois s'était enfuie. Sylvie Bernard resta silencieuse un instant. Puis elle répondit « Oui, c'est moi. Mais quel est le problème ? Pourquoi pensiez-vous cela ? Ça faisait 1 mois qu'on n'avait aucune nouvelle. Elle a disparu avec 6 millions de francs. S'il s'agissait d'un accident, on aurait retrouvé un corps. Mais comme il n'y a rien, on ne peut que penser qu'elle s'est enfuie. Les inspecteurs étaient sans voix. Son raisonnement était logique. Est-ce que Martine Dubois avait des soucis d'argent ? Non. Sa boutique marchait bien et elle s'entendait bien avec son mari. Alors pourquoi se serait-elle enfuie ? Sylvie Bernard secoua la tête. C'est ça que je ne comprends pas. C'est le plus étrange. Je ne vois pas la raison. Les inspecteurs insistèrent. Vous étiez co-gérante. N'étiez-vous absolument pas impliquée dans la gestion de l'argent ? Non. Je ne faisais que contacter les membres et fixer les dates de réunion. Le carnet, c'était Martine seule qui l'écrivait. Vous n'avez jamais vérifié le contenu du carnet. Je le voyais de temps en temps, mais je ne connaissais pas les détails. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Sylvie Bernard réfléchit un moment, environ 1 semaine avant. Début novembre, Martine me l'a montré en calculant les montants à distribuer le mois suivant. Les inspecteurs prirent note, mais cela ne suffisait pas à suspecter Sylvie Bernard. Fin décembre. Une réunion se tint au commissariat pour décider de la suite à donner à l'affaire. Nous n'avons aucun indice. Si ça continue, l'affaire restera non élucidée. Ne devrions-nous pas enquêter davantage ? C'est une affaire à 6 millions de francs. Même si on le voulait, nous n'avons aucun moyen. Pas de vidéosurveillance, pas de témoins, pas de preuves. Les inspecteurs soupirèrent. Finalement, l'affaire resta ouverte, mais sans progression concrète. Printemps 2001. Les commerçants du marché d'Aligre commencèrent peu à peu à oublier l'affaire. Le nom de Martine Dubois était encore parfois mentionné, mais la colère avait laissé place à la résignation. Sylvie Bernard continuait de venir au marché. Elle tenait sa boutique comme avant et discutait avec les autres commerçants. Quand quelqu'un évoquait Martine, elle soupirait et disait « Où peut-elle bien être est-elle seulement en vie ?» Les commerçants plaignaient Sylvie. Ils la considéraient comme une victime trahie par sa meilleure amie.
Jean-Pierre Dubois lui avait fermé sa boutique. Il ne pouvait plus travailler au marché. Après la disparition de sa femme, les clients s'étaient raréfiés et il ne supportait plus le regard des autres commerçants. Il quitta le marché. L'affaire fut officiellement classée. Après 6 mois, Martine Dubois n'était pas réapparue et les 6 millions de francs restaient introuvables. En archivant le dossier, les inspecteurs écrivirent une dernière note. Victime Martine Dubois. Disparition. Enquête suspendue. Mais la vérité n'allait pas rester enterrée ainsi. Elle attendait à 2 mètres sous terre depuis 20 ans, attendant le jour où la graine de vérité finirait par germer. Juin 2020, Sylvie Bernard est décédée. Elle était au milieu de sa 70e année. Elle s'est éteinte à l'hôpital des suites d'une longue maladie. Quelques commerçants du marché d'Aligre assistèrent à ses funérailles. La pauvre Sylvie, elle a eu une vie bien triste. Trahie par son ami, elle a dû porter ce fardeau toute sa vie. C'est vrai, je me souviens de son soupir chaque fois qu'on parlait de Martine. Les commerçants pleuraient Sylvie Bernard. Ils étaient convaincus qu'elle était une victime de l'affaire d'il y a 20 ans. Après les funérailles, la famille commença à régler la succession. Veuve Sylvie vivait seule et n'avait qu'une fille mariée et vivant à Paris. Le patrimoine laissé par Sylvie Bernard n'était pas considérable. Un petit appartement à Paris et une maison en ruine en grande banlieue, en Seine-et-Marne. La fille décida de s'occuper de l'appartement et de faire démolir la vieille maison. Maman n'y a pas vécu depuis plus de 20 ans. Elle doit être complètement délabrée, autant vendre le terrain, dit le gendre. Il contacta une entreprise de démolition. Mi-juillet, une pelleteuse et quelques ouvriers arrivèrent dans le petit village de Seine-et-Marne. La maison abandonnée de Sylvie se trouvait à l'écart du village. Le muret d'enceinte était effondré et la moitié des tuiles du toit manquaient. Il était évident que personne n'y vivait depuis longtemps. Le conducteur de la pelleteuse commença à creuser dans le jardin. Pour démolir la maison, il fallait d'abord s'attaquer aux fondations. Le godet s'enfonça dans la terre. La terre était retournée comme par une vague. C'était à l'emplacement d'un ancien potager où l'on aurait pu imaginer des choux et des piments autrefois. Après avoir creusé un moment, la pelleteuse s'arrêta. Oh, quelque chose bloque. Le conducteur coupa le moteur et descendit. Les autres ouvriers se rassemblèrent. Dans le trou creusé, on apercevait quelque chose. Du ruban adhésif bleu. Un objet enroulé de ruban adhésif était enterré là. Un ouvrier dégagea délicatement la terre environnante avec une pelle. On dirait une jarre, non. C'était une grande jarre en terre cuite de couleur brune. Mais c'était étrange. Pourquoi l'enterrer si profondément? D'habitude, ces jarres sont posées sur le sol ou à peine enterrées, mais celle-ci se trouvait à au moins 60 cm de profondeur. Encore plus étrange, le ruban adhésif. La jarre était entièrement enroulée de ruban adhésif de chantier bleu, scellant la jonction entre le couvercle et le corps. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans pour l'emballer comme ça? La curiosité des ouvriers fut piquée. L'un d'eux commença à arracher le ruban. Il se détacha dans un bruit collant. Il souleva le couvercle. À cet instant, les ouvriers poussèrent un cri d'horreur. Ah, dans la jarre, il y avait des os blanchis. On distinguait un crâne. C'était sans aucun doute des os humains. Un ouvrier sortit précipitamment son téléphone, les mains tremblantes. « Allô, la gendarmerie ? On a trouvé un corps ici, des ossements humains. 30 minutes plus tard, la gendarmerie était sur place. 2 enquêteurs de la brigade locale constatèrent les faits. Ils regardèrent à l'intérieur de la jarre et contactèrent immédiatement la police scientifique. Demande d'intervention de l'identité judiciaire. Découverte d'ossements d'origine inconnue. 1 heure plus tard, les experts de la police scientifique arrivèrent. Vêtus de combinaisons blanches, les techniciens sortirent délicatement la jarre. À l'intérieur, il n'y avait pas que le squelette. Un autre objet enveloppé dans du plastique s'y trouvait. Un expert le sortit avec des mains gantées. On dirait un petit carnet. C'était un petit carnet à la couverture noire, enveloppé dans plusieurs couches de plastique. Bien qu'enterré depuis 20 ans, le plastique avait permis de préserver sa forme. L'expert retira délicatement le plastique et ouvrit le carnet. Il y avait une écriture. Des notes écrites au stylo à billes remplissant les pages. Chaque page listait des noms et des chiffres. On dirait un livre de comptes. La dernière date est septembre 2000. L'inspecteur feuilleta le carnet. Sur la dernière page, une note « Distribution caisse commune de Noël, 30 novembre 14. » Le visage de l'inspecteur se durcit. Et si
Il retourna précipitamment au commissariat et fouilla dans de vieux dossiers. Les archives des affaires non élucidées de l'an 2000. L'affaire de la disparition de la gérante du marché d'Aligre, victime Martine Dubois, 46 ans à l'époque. Le dossier contenait une photo de Martine Dubois. En la regardant, l'inspecteur murmura « Ne me dites pas que c'est elle ». Au laboratoire de médecine légale, le squelette reposait sur une table en métal froid. Le médecin légiste examinait les os un par un. Sexe féminin. Âge au moment du décès estimé entre 45 et 50 ans. Peut-on déterminer la cause de la mort? Le crâne présente une fracture enfoncée. Cela suggère un coup porté par un objet contondant. La partie occipitale a été violemment frappée. L'inspecteur prit des notes. Homicide probable donc. Oui, une telle blessure aurait causé une mort instantanée. L'analyse ADN commença. Un échantillon prélevé sur l'os fut analysé. Malgré les 20 années passées, l'ADN put heureusement être extrait. La police retrouva la trace de Jean-Pierre Dubois, le mari de Martine. Il vivait seul dans une ville de la région parisienne. Il ne s'était jamais remarié après l'affaire. Monsieur Jean-Pierre Dubois, police judiciaire, pourrions-nous vous parler un instant? Jean-Pierre Dubois approchait des 70 ans. Ses cheveux étaient poivre et celles son dos voûté. Que se passe-t-il? C'est au sujet de votre femme, Martine Dubois. Nous avons besoin d'une comparaison ADN. Le visage de Jean-Pierre devint blême. Vous avez retrouvé ma femme. L'inspecteur hocha la tête. Rien n'est certain, mais des ossements ont été découverts. Nous devons vérifier l'identité. Jean-Pierre signa le formulaire de consentement d'une main tremblante. Un prélèvement salivaire fut effectué. 3 jours plus tard, les résultats tombèrent. Correspondance ADN de 99,9%. L'identité du squelette était bien celle de Martine Dubois. Les enquêteurs tinrent une réunion d'urgence. L'affaire non élucidée d'il y a 20 ans venait de se transformer en affaire de meurtre. Où les ossements ont-ils été trouvés? En Seine-et-Marne. Dans le jardin d'une maison abandonnée appartenant à Sylvie Bernard. Sylvie Bernard, la co-gérante, oui, mais elle est décédée il y a un mois. Un silence se fit. Le principal suspect est déjà mort. Avez-vous vérifié la situation familiale de Sylvie Bernard, une fille, et un mari décédé il y a 10 ans d'après les registres? Un inspecteur vérifia à nouveau le dossier. Attendez, il y a une erreur ici. Le mari de Sylvie Bernard, Gérard Bernard, 78 ans, n'est pas décédé. Il est noté comme admis en maison de retraite. Quoi? Il a été diagnostiqué atteint de la maladie d'Alzheimer il y a 10 ans et placé en EHPAD. Il est toujours en vie. Le regard des inspecteurs s'aiguisa. Il faut le retrouver immédiatement. Le lendemain, 3 inspecteurs se rendirent à la maison de retraite, un petit établissement en grande banlieue. Nous sommes venus voir M. Gérard Bernard. Une infirmière le guida. Gérard Bernard était assis dans un fauteuil roulant. Ses cheveux étaient entièrement blancs, son regard vide. « Papy, la police est là pour vous voir. » Gérard Bernard leva la tête et les fixa d'un air absent. « Vous souvenez-vous de la maison où vous viviez avec votre femme Sylvie en l'an 2000 ?» Gérard Bernard ne répondit pas. Sa démence était à un stade avancé. Les inspecteurs firent appel au directeur de l'établissement. « Quel est l'état de M. Bernard ? Sa démence est sévère. La communication est presque impossible. Cependant, il lui arrive de marmonner des choses sur son passé. Par exemple, il parle surtout de sa femme, sa défunte épouse Sylvie. Les inspecteurs décidèrent d'emmener Gérard Bernard. En tant que suspect potentiel, il devait être interrogé. Salle d'interrogatoire du commissariat. Gérard Bernard était assis sur une chaise, le regard fixé au plafond. L'inspecteur demanda « Le 30 novembre 2000, avez-vous rencontré Martine Dubois ?» Pas de réponse. Est-ce que votre femme Sylvie a amené Martine Dubois chez vous? Toujours le silence. L'inspecteur soupira. Interroger un patient atteint d'Alzheimer n'était pas chose aisée. C'est alors que Gérard Bernard se mit soudain à marmonner. Beaucoup d'argent. Les inspecteurs tendirent l'oreille. Quel argent? 2 valises. C'était lourd. C'était les valises de qui? Gérard Bernard se tut à nouveau. Les inspecteurs tentèrent une autre approche. Ils fouillèrent dans ses anciens relevés bancaires. Le 1er décembre 2000, un dépôt de 500 000 francs a été fait sur le compte de Gérard Bernard. D'où venait cet argent? Dépôt en espèces. Origine inconnue. Les inspecteurs creusèrent davantage. Ils vérifièrent aussi les comptes de Sylvie Bernard. Même chose pour le compte de Sylvie Bernard. Entre le 1er décembre et la fin du mois, un total de 3 millions de francs a été déposé en plusieurs fois, tout en espèces. Les preuves commençaient à s'accumuler. La police convoqua la fille de Sylvie Bernard. C'était une femme d'une 50aine d'années. Est-ce que votre mère a soudainement eu beaucoup d'argent vers l'an 2000 ?
La fille parut perplexe. Je ne sais pas vraiment. Les relevés bancaires de votre mère montrent d'importants dépôts en espèces à cette période. Ah, à ce moment-là, ma mère m'avait dit qu'elle avait récupéré de l'argent qu'elle avait prêté à une amie. À qui ? Je ne sais pas. Elle a juste dit qu'elle avait récupéré une vieille dette. L'inspecteur hocha la tête. Votre mère allait-elle souvent à la maison de campagne ? Non, presque jamais. Depuis une vingtaine d'années, elle n'y allait plus du tout, je crois. Et vers novembre 2000, la fille réfléchit. Il me semble qu'elle y est allée une fois à ce moment-là, avec mon père. Je me souviens qu'ils avaient dit qu'ils partaient pour quelques jours. Savez-vous pourquoi ? Pour faire des réparations dans la maison, disait-il. Les inspecteurs échangèrent un regard. Ce n'était pas pour des réparations, mais pour enterrer un corps. La police procéda à une nouvelle analyse de la scène de crime. Ils examinèrent minutieusement l'endroit où la jarre avait été trouvée. Un expert tamisait la terre. C'est alors qu'il trouva quelque chose. J'ai un morceau de tissu ici. C'était un petit bout de tissu, presque entièrement décomposé par la pourriture, mais sa forme était encore visible. On dirait un morceau de vêtement. On peut encore voir la couleur. L'expert préleva l'échantillon et l'envoya au laboratoire. Quelques jours plus tard, les résultats tombèrent. Tissu en coton, couleur beige, estimé provenir d'un vêtement fabriqué autour de l'an 2000. Les inspecteurs retournèrent aux archives de l'affaire. Il y avait un témoignage sur les vêtements que portait Martine Dubois le jour de sa disparition. Le témoignage de l'employé de banque. Martine Dubois portait un chemisier de couleur beige. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Les inspecteurs interrogèrent de nouveau Gérard Bernard. Cette fois de manière plus directe. En novembre 2000, votre femme a ramené quelqu'un à la maison, n'est-ce pas ? Gérard Bernard avait toujours son regard vide. Cette personne portait-elle 2 valises ? Le regard de Gérard Bernard vacilla. Valise, lourde. C'est vous qui avez frappé cette personne. Gérard Bernard secoua la tête. Non, c'est ma femme. Ma femme a demandé. Les inspecteurs retinrent leur souffle. Qu'est-ce que votre femme vous a demandé ? De la frapper ? Pour avoir l'argent ? Gérard Bernard marmonnait. Ses paroles étaient tachées à cause de sa maladie, mais le message était clair. Et vous l'avez frappé ? Gérard Bernard baissa la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues. Pardon. Les inspecteurs arrêtèrent l'enregistrement. Ils avaient obtenu des aveux. La police organisa une conférence de presse d'urgence. L'affaire de la disparition de la gérante du marché d'Aligre en 2000 a été élucidée et requalifiée en meurtre. La victime Martine Dubois a été assassinée par sa co-gérante Sylvie Bernard et son mari Gérard Bernard. Les journalistes s'agitèrent. Le mobile du crime était le vol des 6 millions de francs. Sylvie Bernard a attiré Martine Dubois à son domicile où son mari Gérard Bernard l'a tuée avec un objet contondant. Ils ont ensuite enterré le corps dans le jardin de leur maison de campagne. L'instigatrice Sylvie Bernard est décédée. Cependant, son complice Gérard Bernard est en vie et actuellement en détention provisoire. Un journaliste leva la main. Monsieur Bernard a 78 ans, sa détention est-elle possible ? Bien qu'il soit atteint de la maladie d'Alzheimer, il était sain d'esprit au moment des faits. De plus, nous avons ses aveux. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Les commerçants du marché d'Aligre furent sous le choc en apprenant la nouvelle. C'est Sylvie la coupable, c'est impossible. Elle nous a trompés pendant 20 ans en se faisant passer pour une victime. Pauvre Martine, elle est morte innocemment. Et nous qui l'avons mal jugée. Les commerçants installèrent un mémorial pour Martine Dubois. Un petit hôtel devant son ancienne boutique. Ils y déposèrent des fleurs et de l'encens priant pour le repos de son âme. En voyant les nouvelles, Jean-Pierre Dubois s'effondra. 20 ans. Si seulement tu avais été là. Il pleura toutes les larmes de son corps. 20 années passées à haïr sa femme pensant qu'elle l'avait abandonné. Gérard Bernard fut incarcéré en quartier d'isolement. Il continuait de fixer le mur d'un air absent. Le souvenir de ce jour d'il y a 20 ans où il avait brandi une barre de fer sur ordre de sa femme lui revenait par bribes. Chers auditeurs, l'amie la plus proche était en réalité la meurtrière la plus cruelle. Pourquoi Sylvie Bernard a-t-elle tué son amie de 20 ans ? Et comment a-t-elle pu cacher son crime si parfaitement pendant 2 décennies ? Quelle sentence la justice leur réservera-t-elle ? Août 2020. Le parquet a mis en examen Gérard Bernard pour meurtre, recel de cadavres et vol qualifié. Mais un problème se posait. L'accusé est atteint de la maladie d'Alzheimer. La défense plaidera l'irresponsabilité pénale. Les procureurs étaient perplexes. Il était sain d'esprit au moment des faits, mais son état actuel compliquait la tenue d'un procès.
Il faut d'abord une expertise psychiatrique. Gérard Bernard fut transféré dans une unité hospitalière spécialisée pour un mois d'observation. Le rapport est tombé. Diagnostic de démence de type Alzheimer stade sévère. Cependant, des souvenirs anciens persistent de manière fragmentaire, aptes à comparaître mais avec des limitations de communication. Le parquet rassembla davantage de preuves. Les aveux de Gérard Bernard seuls ne disaient pas. La police scientifique analysa la jarre en détail. À l'intérieur, ils trouvèrent des traces microscopiques, réaction positive au luminol. Même après 20 ans, le sang réagit. Peut-on en extraire l'ADN? En infime quantité, mais c'est possible. Les résultats de l'analyse ADN correspondaient au sang de Martine Dubois. C'était le sang qui avait coulé lorsqu'ils avaient placé le corps dans la jarre. Le parquet perquisitionna également le domicile de Sylvie Bernard, l'appartement parisien désormais au nom de sa fille. Vérifiez tous les vieux cartons. Les enquêteurs fouillèrent les débarras remplis de boîtes poussiéreuses. Dans l'une d'elles, ils trouvèrent un vieux relevé de compte au nom de Sylvie Bernard. Regardez ça, les transactions de 2000 à 2005. Le compte montrait des dépôts réguliers de plusieurs centaines de milliers de francs totalisant 9 500 000 francs. Une somme très proche des 10 millions de francs, équivalent approximatif des 6 millions de l'époque après conversion en euros et inflation que Martine Dubois transportait. Le parquet convoqua à nouveau la fille de Sylvie. « Est-ce que le niveau de vie de votre mère a changé après 2000 ?» La fille hésita. « Non, pas spécialement. A-t-elle acheté une maison ou fait de grosses dépenses ?»« Ah si. En 2003, elle a acheté son appartement. Au comptant. J'ai trouvé ça un peu bizarre à l'époque. Nous n'étions pas si aisés. Que vous a-t-elle dit? Elle a dit que c'était l'argent de la caisse commune avec ses amis, qu'elle avait beaucoup économisé. Le procureur hocha la tête. Sylvie Bernard avait vécu confortablement pendant 20 ans avec de l'argent volé. Le parquet reconstitua le crime. Il fallait établir précisément ce qui s'était passé le 30 novembre 2000. Ils interrogèrent à nouveau Gérard Bernard, cette fois en présence d'un psychologue pour l'aider à accéder à ses souvenirs. Vous souvenez-vous du 30 novembre 2000 ? Gérard Bernard regardait le plafond d'un air absent. Le psychologue demanda doucement « Que faisiez-vous ce matin-là » ? « J'étais à la maison. » « Où était votre femme ? » « Au marché. » « Quand est-elle rentrée ?» Gérard Bernard ferma les yeux comme pour se souvenir. 11 heures. Non midi. Était-elle seule ? Non, avec une femme. Qui était cette femme ? Je ne sais pas. Une amie de ma femme. Portait-elle des valises ? Gérard Bernard hocha la tête. Noir. 2 valises. Ça avait l'air lourd. Que s'est-il passé ensuite ? La voix de Gérard se mit à trembler. Ma femme l'a emmenée dans la chambre. Puis elle est venue me voir. Que vous a-t-elle dit ? Qu'il fallait frapper cette femme pour prendre l'argent. Et vous l'avez fait ? Gérard Bernard baissa la tête des larmes coulant sur ses joues. J'ai pris une barre de fer. Je l'ai frappée une fois. Où l'avez-vous frappée ? Derrière la tête. Qu'est-il arrivé à cette personne ? Elle est tombée. Il y avait beaucoup de sang. Le psychologue fit une pause. Gérard Bernard haletait. Et après, ma femme a dit que c'était bien que j'avais bien fait. Qu'avez-vous fait du corps ? On l'a enroulé dans une couverture mis dans la voiture. On est allé à la maison de campagne. Qui l'a enterré ? Nous 2. On l'a mise dans la jarre et on a creusé. Profond. Le procureur nota toute la déposition. Le déroulement du crime était désormais clair. Jeudi 30 novembre 2000 au matin. Martine Dubois retire 2 millions de francs de la banque répartis dans 2 valises noires. Dehors, elle retrouve Sylvie Bernard. Ce n'était pas une coïncidence. Sylvie l'attendait. Martine vient compter l'argent chez moi. C'est tout prêt. Martine ne se méfie pas. C'est son amie de 20 ans. Vers midi, les 2 femmes arrivent chez Sylvie, où vit également son mari Gérard Bernard. Martine, installe-toi dans la chambre pour compter tranquillement. Je t'apporte un verre d'eau. Martine entre dans la chambre avec les valises. Sylvie murmure à son mari, c'est le moment. Frappe-la. Gérard entre dans la chambre, une barre de fer à la main. Martine a ouvert les valises. Les liasses de billets sont visibles. Gérard la frappe par derrière. D'un seul coup, Martine s'effondre. Sylvie entre dans la chambre. Le sol est couvert de sang. Elle est morte. Je ne sais pas. On dirait qu'elle ne respire plus. Parfait. Suivons le plan. Sylvie et Gérard enroulent le corps dans une couverture. Ils attendent la nuit pour ne pas être vus des voisins. Vers 22 heures, ils chargent le corps dans leur voiture, une camionnette. Ils rabattent les sièges arrière pour faire de la place et chargent également les valises d'argent. 2 millions de francs. Sylvie conduit, Gérard est à côté.
Le trajet jusqu'à la maison de campagne dure 1h30. Ils arrivent vers minuit. Le village est silencieux. Pas une lumière. Ils transportent le corps dans le jardin, ainsi que la grande jarre qu'ils avaient amenée. Gérard creuse un trou à la pelle. Il transpire à grosses gouttes. Après plus d'une heure, le trou est fait. Sylvie prend le carnet de comptes que Martine avait sur elle. Il faut enterrer ça aussi. C'est une preuve. Elle l'enveloppe dans plusieurs couches de plastique et le met dans la jarre avec le corps qu'il faut plier pour le faire entrer. Sylvie enroule la jarre de ruban adhésif bleu. Personne ne la trouvera jamais. Ils descendent la jarre dans le trou, la recouvrent de terre et plantent quelques plants de choux par-dessus pour faire un potager. Vers 4 heures du matin, le travail est terminé. Ils rentrent à Paris. Le jour se lève quand ils arrivent. Il y a encore du sang dans la chambre. Sylvie nettoie avec une serpillière de l'eau de Javel, encore et encore. Les 2 valises sont cachées au fond d'un placard sur le balcon. 8 heures du matin. Sylvie se maquille, change de vêtements, affiche un air calme comme d'habitude et se rend au marché d'Aligre. Les commerçants sont déjà rassemblés devant la boutique de Martine. Où est Martine? Je ne sais pas, elle ne répond pas au téléphone. Sylvie s'approche. Vous n'auriez pas vu ma sœur de cœur? Elle est allée à la banque hier pour l'argent de la caisse. Vous non plus, vous ne savez pas, Sylvie. Non, on s'est quitté devant la banque et depuis, plus de nouvelles. Sylvie joue la comédie de l'inquiétude à la perfection. L'après-midi, elle appelle la police. Mon amie a disparu avec 6 millions de francs. Retrouvez-la, je vous en supplie. Sa voix tremble, ses yeux sont humides. La police arrive, l'enquête commence. 2 jours plus tard, Sylvie commence à répandre la rumeur. Et si Martine s'était enfuie avec l'argent, d'abord prudemment à 1 ou 2 commerçants. Allons donc, ce n'est pas son genre. Je veux le croire aussi, mais ça fait 3 jours qu'on n'a pas de nouvelles. La rumeur se propage vite comme Sylvie l'avait prévu. 1 semaine plus tard, tout le marché y croit. Martine s'est enfuie avec l'argent. Sylvie joue parfaitement son rôle de victime, pleurant devant les commerçants, maudissant Martine. Je lui faisais tellement confiance, je me sens trahi. Personne ne la soupçonne. 1 mois plus tard, Sylvie ouvre les valises. Les liasses de billets sont là. 2 millions de francs. Elle partage avec Gérard. Ils ouvrent plusieurs comptes pour y déposer l'argent petit à petit afin de ne pas éveiller les soupçons. De fin 2000 à 2005, pendant 5 ans, ils déposent l'argent lentement. Avec cet argent, Sylvie achète un appartement. Gérard lance une petite affaire. 20 ans passent. Sylvie n'est jamais démasquée. Dans le potager de la maison de campagne, les choux poussent chaque année. Parfois, elle marmonne seule. Pardonne-moi, Martine, mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin de cet argent. Elle avait des remords, mais aucun regret. Grâce à cela, elle avait vécu confortablement. En 2020, Sylvie meurt de maladie, emportant son secret dans la tombe. C'était un crime parfait, pensait-elle. Mais la terre se souvenait. Octobre 2020, le procès de Gérard Bernard s'ouvre à la cour d'assises de Paris. Sur les bancs du public, des commerçants du marché d'Aligre et Jean-Pierre Dubois. Gérard Bernard entre dans le box des accusés en fauteuil, roulant le visage hagard, le regard vide. Le président demande « Accusés, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?» Pas de réponse. Son avocat se lève. « Monsieur le Président, mon client est atteint d'une démence sévère. Nous demandons une atténuation de la peine pour altération du discernement. » Le procureur général réplique « Il était sain d'esprit au moment des faits. De plus, l'accusé a profité du produit de son crime pendant 20 ans. Il doit en assumer la responsabilité. » Le procès dure 3 mois. Le parquet présente les preuves une à une, les ossements, l'ADN, les traces de sang, les relevés bancaires, l'enregistrement des aveux de Gérard. La défense plaide l'altération du discernement en vain. Il est prouvé qu'il était sain d'esprit au moment des faits. La fille de Sylvie témoigne. Saviez-vous que votre mère avait commis ce crime? Non, absolument pas. Avez-vous reçu de l'argent d'elle? Elle a payé mes études, m'a aidé pour mon mariage. Saviez-vous que cet argent provenait d'un crime? La fille baisse la tête. Je l'ai appris maintenant. Je ne savais vraiment pas. Jean-Pierre Dubois témoigne également. Sa voix tremble. Je pensais que ma femme m'avait trahi. Vous ne pouvez pas imaginer ma souffrance. Mais la vérité était autre. Ma femme a été tuée injustement. Ils fond en larmes. Le président suspend l'audience. Janvier 2021. Le verdict. Gérard Bernard est toujours dans son fauteuil roulant sans expression. Le président lit le jugement. L'accusé Gérard Bernard, en complicité avec Sylvie Bernard, a assassiné la victime Martine Dubois, a fait disparaître son corps et a volé la somme de 6,2 millions de francs. Ce crime, motivé par l'appât du gain, est commis sur une amie de 20 ans
et d'une cruauté exceptionnelle. L'accusé a vécu confortablement du produit de son crime pendant 20 ans et ne montre aucun signe de remords. Toutefois, tenant compte de son âge et de son état de santé actuel, la Cour, le président élève la voix, condamne l'accusé Gérard Bernard à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Des murmures s'élèvent du public. 20 ans, c'est trop peu. L'avocat général se lève. Monsieur le Président, les faits datant de novembre 2000, ils ne sont pas atteints par la prescription suite aux évolutions législatives sur les délais pour les crimes les plus graves. Le Président acquiesce. Le verdict est confirmé. Gérard Bernard est transféré en prison. Le parquet procède à la saisie des biens mal acquis. Les comptes et l'appartement de Sylvie Bernard sont saisis. Un total de 800 000 € est récupéré. Le reste a déjà été dépensé. La somme est répartie entre les victimes, les 24 commerçants du marché d'Aligre, 20 ans après. Un commerçant reçoit 30 000 €. Il avait perdu 70 000 francs et la somme a été réévaluée avec les intérêts. J'ai attendu 20 ans. Enfin, justice est faite. Les commerçants pleurent non pas pour l'argent, mais parce que la justice a triomphé. Jean-Pierre se rend sur la tombe de Martine, dont les cendres reposent dans un columbarium. Il s'agenouille. « Ma chérie, pardonne-moi de t'avoir mal jugé, de t'avoir haï pendant 20 ans. Pardonne-moi. » Gérard Bernard passe ses journées en cellule. Sa démence s'aggrave. Il ne sait même plus pourquoi il est là. Un jour de 2022, il décède à l'infirmerie de la prison. Il a 80 ans. Il n'a pas purgé toute sa peine, mais la justice a eu le dernier mot. Il est mort en criminel, et l'histoire s'en souviendra. Le nom de Martine Dubois a été lavé. 20 ans après, la vérité a éclaté. La cupidité d'une amie a mené à la plus cruelle des trahisons. Mais la terre a tout gardé en mémoire, et la justice a finalement fait son œuvre. Le temps n'est jamais du côté du criminel. La vérité enterrée finit toujours par refaire surface. Et la justice n'abandonne jamais.